Bonsoir. Merci d'être là ce soir dans cette salle et merci à ceux qui nous regardent en direct ou en différé via le site Web. Alors, merci de vous être déplacés. Je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je vous présente les gens qui m'accompagnent ce soir. D'abord, Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. À ses côtés, Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Monsieur Ed Janisewski, maire de Dollard-des-Ormeaux. M. Francesco Miele, conseiller du district Côte-de-Liesse et leader de la majorité au conseil municipal. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui est représentante des clients du transport collectif. Et Mme Maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice aux affaires juridiques. Et Joanne Bernier, assistante secrétaire. Bonsoir. Et à mes côtés, Luc Tremblay, directeur général par intérim. Alors d'abord, quelques mots sur des événements, des choses qui se sont produites depuis notre dernière rencontre au mois de décembre. D'abord, des données récentes qui font plaisir, le taux de satisfaction générale de la clientèle, on en parle souvent, mais en fait, un bond intéressant à 89 pour l'année 2014. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Si on compare à d'autres grandes villes canadiennes, c'était une très bonne note d'ailleurs. Évidemment, ça ne signifie pas que tout est parfait, mais certains d'entre vous viennent d'ailleurs régulièrement nous le rappeler, mais c'est une évaluation objective qui est faite auprès de 4 500 répondants annuellement. Donc, c'est un exercice qui est quand même rigoureux. 89 de satisfaction, c'est une note dont on est fier. On est fier de le constater, de dire que c'est aussi grâce au travail de nos employés, au travail de la direction également, qu'on peut atteindre des niveaux semblables. Il y a quand même quelques irritants à l'occasion. Il y en a un dont je voulais vous parler. Ça s'est produit la semaine dernière. C'est une défectuosité sur un aiguillage sur la ligne bleue. C'est un système qui permet au train de changer de voie, de changer de direction. Ça a causé 3 arrêts de service mardi dernier, dont un de près de 2h30 à la station Snowden. Donc, c'était interrompu entre Park et Snowden. Donc, nos équipes et les employés ont été déployés sur place très rapidement dès le début pour analyser le bris et rétablir le service. C'est un problème qui a nécessité des travaux qui se sont faits durant la nuit pour s'assurer que le problème soit bien résolu. Et évidemment, il y a des services de navettes, de bus qui ont été mis en place comme à l'habitude. C'est évidemment un arrêt de service le plus long qui s'est produit à l'heure de pointe. Donc, la capacité quand même de répondre avec des bus est un peu plus limitée. Mais je remercie tout le monde, tous ceux qui ont contribué à rendre cet incident-là le plus fluide possible pour la clientèle, malgré le fait qu'il y avait des difficultés, évidemment, qui se sont prolongées. Alors, on l'a dit cette semaine par communiqué, la STM s'excuse auprès des clients qui ont été touchés par ces arrêts de service, mais soyez assurés qu'on a tout mis en œuvre pour le régler le plus rapidement possible. Une autre nouvelle qui nous est parvenue dernièrement, le consortium Bombardier-Alstom nous a annoncé l'arrêt de la production des voitures de métro Azur à partir de la fin avril jusqu'à l'automne. Ça va évidemment retarder la livraison. La raison qui a été invoquée, la difficulté d'Ansaldo, qui est un sous-traitant d'Alstom, de compléter le développement du logiciel de contrôle de train. C'est un logiciel qui est essentiel à la mise en service. C'est une situation qui est préoccupante, évidemment. Cela dit, il est trop tôt pour qu'on puisse évaluer les impacts de cette décision. Il y en a une qui est claire, un impact qui est clair, évidemment, ça prolonge, donc il faudra maintenir et continuer d'entretenir soigneusement les voitures MR63 qui, évidemment, devaient être remplacées, qui, malgré leur âge, je dois le dire, ont connu en 2014 leur meilleure année en termes de fiabilité. Alors encore là, c'est le travail des employés d'entretien qui font un travail remarquable compte tenu du fait que ce sont des voitures qui sont sur le point d'avoir 50 ans. C'est clair que la STM, vous le savez tous, comptait sur la mise en service d'Azur pour accroître l'offre de service, pour améliorer l'expérience client. On a tous autant envie que vous de les voir et de les voir sur les voies. Mais il faut être patient. Le consortium nous assure par ailleurs que l'ensemble des voitures seront livrées comme il est prévu au contrat d'ici l'automne 2018 et les pénalités, évidemment, seront appliquées selon les clauses du contrat. Je vous dis un mot rapidement sur l'enquête Origine-Destination qui a été publiée dernièrement. Évidemment, on pourrait se désoler en la lisant de voir que le taux de motorisation augmente, mais on constate surtout une augmentation appréciable de la part de marché du transport collectif pour les déplacements qui sont liés au travail et aux études vers le centre-ville le matin. 74 des gens de la région qui viennent au centre-ville le matin viennent en transport collectif. C'est énorme. On est très fiers de cela. C'est une part de marché, si on prend l'ensemble des villes canadiennes aussi, qui est très importante. On est à 32 de façon globale, alors qu'à Toronto, c'est 27 à Vancouver, 28 Donc, malgré le fait qu'il y a des choses qui soient moins réjouissantes dans cette enquête-là, il y a aussi
des chiffres qui nous rassurent. Et en terminant, je vous informe que le processus de sélection pour le choix du nouveau directeur général est en cours. Ça va se poursuivre avec le soutien d'experts en matière de recherche de cadres supérieurs sur la scène internationale. L'appel de candidature a été diffusé d'ailleurs sur les sites web des grandes associations du monde du transport collectif, l'UITP, l'APTA, et puis chez nous, parmi les réseaux de l'ACTU, l'Association canadienne du transport urbain, et de l'ATUC. Alors, le processus se poursuit. On vous tiendra au courant, évidemment, des développements. Il y a beaucoup de gens pour la période des questions, donc je vous invite à être bref dans vos questions. Nous serons brefs dans nos réponses également. Alors, j'invite M. Arbe Laufer à poser la première question. Thank you, Mr. President. Two questions. Number one, can you tell us, please, why is there a delay? I know you mentioned it in French. Unfortunately, my French is a lot to desire. What is the reason for the delay of the MPM 10, and is the STM going to put a penalty on the Bombardier for late delivery of the trains? Second question, Blue Line number 5 to La Fleur. That's the original plan of 1972, which was the Parti Québécois in 1977 put a moratorium, and since then they haven't constructed anything west of Snowden. People in NDG, Montreal West, Ville-Saint-Pierre, which is now Lachine, deserve to have a metro, because if you take the 90 from Georges V to Atwater or Vendôme, takes about an hour and a half. Mm-hmm. I've done it just to see how long it takes. It takes an hour and a half. I'll give you an answer to your first question first. So, as I said in French, the delay is caused by a problem with the software, the train control software. This is a major issue. So as long as this issue is not resolved, we won't be able to put trains on the track during the day. So for that reason and some other reasons, Bombardier decided and asked them to stop the production, but to put all the energy in the work that they have to do on that software. So for now, we know that at least the delay would be 6 months, so we're waiting for them to get more news, but for now that's the news we have. For your second question, regarding the Blue Line to the west, so as you know, there's a study now to evaluate the cost of the Blue Line to Anjou, so that's the only project that is on the table. So for now there's no specific project to prolonger the Blue Line to Lachine, as you mentioned. Am I allowed a supplementary? A short one. Is there no possibility to make a study on putting the subway Blue Line west of Snowden to see if, because if you build it, people will use it, especially at the Montreal West train station. There would be a station there. Well, as you know, there will be studies about the NLRT system eventually going southern than that, but that's the only study that I'm aware of regarding public transportation with a heavy system in that region. Thank you. Okay. Monsieur Daniel Miville. Ma question s'adresse à Mme Marie Briard. Madame Marie Turcotte? Pas Briard, mais Turcotte, excusez-moi, je me suis trompé de personne. Dans la dernière tempête de neige dans le plateau Mont-Royal, notre gentil maire a décidé d'économiser de l'argent. Il a attendu pour envoyer faire le déménagement dans notre quartier. Malheureusement, ça nous cause des problèmes, nous, des personnes handicapées dans le plateau Mont-Royal. Et surtout, pour les chauffeurs, soit de taxi ou de minibus qui viennent nous chercher. Il y a un chauffeur de taxi dont je tairai le nom, mais puis j'étais d'accord avec lui. Il a employé des gros mots là, parce que c'était glissant, puis il forçait comme un bœuf pour me rentrer dans le taxi. Et puis, j'aimerais que ton organisme ou bien la STM fasse pression sur le maire pour que ça ne se répète plus sur cette situation-là. Quand il y a une tempête de neige, il doit déneiger, pas attendre pour économiser de l'argent. Okay, si vous me oui, Marie. moi,
je vous invite à vous adresser à votre conseil d'arrondissement pour expliquer, parce que j'ai déjà été jumelée avec vous, puis il y a un lieu très précis d'embarquement, de débarquement chez vous. Puis moi, c'est que j'interpellerais le conseil de votre arrondissement pour souligner la difficulté que ça vous occasionne, puis de demander que quand la ville déneige, passe à Cheniette où il y a l'opération de ramasse-neige, de déneiger en même temps votre débarquement, le débarcadère. Puis je vous invite à le faire. Je sais qu'il y a des citoyens qui sont utilisateurs du transport adapté qui ont fait de telles interventions au conseil d'arrondissement, ça a eu un impact positif. Okay. Parce que le déneigement, ça relève de la ville. Fait que puis dans ce cas-ci, que vous dites, c'est votre conseil d'arrondissement. Okay. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Sauf que lui, le problème, c'est qu'il vient... Il fait le déneigement, mais il attend. Pour économiser de l'argent, il attend un certain temps avant de démarrer le déneigement. Mais comme je vous dis, faites valoir votre situation. Expliquez aussi comment que ça fonctionne, le transport adapté. C'est la responsabilité aussi de l'usager que le débarcadère et le lieu d'embarquement soit sécuritaire, tant pour le chauffeur que pour l'utilisateur. Okay. Marie-Claude, qui est conseillère du plateau, qui est ici normalement, aurait certainement été sensible à vos demandes, mais sauf que nous, de notre coop où j'habite, ils dégagent carrément notre rampe d'accès, ça c'est correct. Mais pour ce qui est du trottoir et de la rue, il reste à franchir pour prendre le transport adapté ou le taxi. Monsieur Miville, on va transmettre votre question à Marie-Claude. On va lui dire que vous êtes venu avec vos coordonnées. Vous aviez une deuxième question? Ça va aller? Il y a un employé de la STM qui m'a répondu pendant... Ah, bon, bien, c'est efficace. Merci. Marie-Noël Pierre, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon, mes questions sont les suivantes. Pas beaucoup, OK? Premièrement, je vais souligner que j'avais rien compris à la fin parce que je suis francophone. J'ai rien compris. J'aurais suggéré qu'on traduise parce que je ne comprends rien. Je ne comprends pas l'anglais. Ouais. Je comprends un petit peu. Yes. OK. Ben, en fait, j'ai répondu en anglais avec ce dont j'avais parlé en français, donc c'est pour ça que j'ai pas jugé bon de traduire. Ah, j'ai rien compris. Okay. Ensuite, monsieur me demandait si on pouvait prolonger le métro vers la Chine, la ligne bleue. Je lui ai dit qu'on était encore en train de réfléchir au coût de prolongement du métro vers Anjou et qu'il n'y avait pas de projet concret de prolongement du métro vers l'ouest, de la ligne bleue. Mais pour ce qui est des retards d'Azur, je l'avais mentionné dans ma présentation. OK, merci. Merci. Alors, vous aviez des questions? Oui, et pas vraiment des questions. Hein. Premièrement, je vais vous dire, principalement, je suis contente, ravie de voir tout le personnel, mais principalement, je voulais voir M. Schnob. Ravie de vous. Vous n'êtes pas la seule qui est venue ici pour ça? Non, je sais, je suis contente de voir tous les... Mais vous, personnellement, yes, j'étais fascinée. J'étais à l'Hôtel Dieu quand j'ai vu la photo. J'ai dit, je vais voir qui est M. Schnob. OK? Je vous félicite parce que vous nous avez libérés. Comprenez quand je veux dire libérés? Vous savez pas, le personnel, mais je veux dire la tête, yes. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous les handicapés? OK? Mais ce que j'ai pu constater, votre entourage, ils doivent avoir des hommes plus honnêtes. OK? Et puis, mon autre question, c'est de savoir... Parce qu'il y a des anomalies qui se passent au transport adapté. Anomalies infernales, impossibles. OK? Et je voulais aussi savoir si j'ai des... Je sais qu'on n'est pas tous pareils, on est uniques dans l'univers, on est des êtres uniques. C'est ça qui fait notre identité. OK? J'aimerais ça parce que je suis tannée de me faire leurrer par la clientèle, c'est-à-dire la clientèle, et pourtant qui est placée là pour nous aider. Yes. Can you help me, please? Bon, écoutez, vous savez... Vous êtes, à qui je dois m'adresser? Il y a le service à la clientèle. S'il y a des difficultés,
vous devez communiquer ou bien avec le TA ou avec le service à la clientèle pour faire part. J'aimerais personnellement vous écrire, M. Schnob. Ben, il y a un processus plus direct, là, si vous pouvez écrire direct, mais vous pouvez m'écrire, puis je vais transmettre votre... J'aimerais mieux. OK, est-ce que je peux avoir vos coordonnées, s'il vous plaît? On pourra vous les donner tout à l'heure, ça me fera plaisir. Merci. Je vous laisserai ma carte en Merci beaucoup, Guy. I love you. Okay. Merci, Mme Pierre. Merci beaucoup. Monsieur Yves Daou, maintenant. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président et membres du Conseil du CA. Mon nom est Yves Daou, membre du CA du Réplique. J'aurais besoin d'éclairage au niveau du transport adapté, à savoir le service de plainte dont vous venez de parler en partie, puis je pense que c'est sur le site Internet, mais des clarifications de plainte de la clientèle. Existe-t-il des statistiques? Sont-elles disponibles? Comment fonctionne le processus à partir de la plainte? Et la personne ou le service aux plaintes est-il transparent, à savoir s'il y a un comité de plainte et s'il y a un usager qui y siège? Avoir le défilé des posts sur Facebook dans la page Transport Mes Adaptés. Oui, je suis abonné, je le lis tous les jours. Qui en a du positif comme du négatif. Ce qui m'a renversé un petit peu, c'est parmi les dernières posts qu'une usagère s'est fait interpeller de chaise roulante. C'est un peu mince comme attitude, comme respect envers la clientèle. Donc, pour les fins de partage d'informations sur le processus de plainte, c'est l'objectif de mon intervention ce soir. Écoutez, vous le connaissez probablement autant que moi, le processus de plainte, sinon mieux que moi d'ailleurs. Les gens ne se privent pas de communiquer avec le transport adapté directement pour faire part de leurs revendications, de leurs plaintes, de leurs demandes. Il y a le service à la clientèle également qui existe. Donc, il y a un processus qui suit son cours. Je n'ai pas les statistiques devant moi, mais... sont-elles accessibles, disponibles? Disponibles et accessibles, je le croirais. Je le croirais. Ce n'est pas des informations secrètes. Là. Oui, le nombre de personnes qui appellent, le nombre de plaintes, c'est certainement des informations qu'on pourrait vous communiquer. Et à travers le comité des plaintes, qu'est-ce qui fait qu'on tranche que c'est recevable, c'est pas recevable? Et est-ce qu'on fait un retour avec la personne qui a porté plainte? Le processus comme tel, là, je ne suis pas familier avec ça. Je ne sais pas si M. Tremblay voudrait nous l'expliquer ou M. Gagnon. Évidemment, vous avez je ne sais pas si on m'entend bien. Vous avez un éventail assez large de questions, un processus. D'écrire ça ici, c'est un petit peu compliqué. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est qu'on peut se rencontrer par la suite, après la rencontre. Faire une petite rencontre avec M. Gagnon pour répondre à toutes vos questions qui sont un peu plus pointues. Ça va nous faire un grand plaisir. Je ne sais pas si on m'entend pas tellement bien, mais on peut prendre le temps qu'il faut pour vous répondre à toutes ces questions-là. Pour ce qui est des statistiques, évidemment, on a de l'information, c'est sûr et certain. On suit ça de façon très, très serrée. Donc, on pourra sans problème voir qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour vous transmettre. Il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. OK, je vous remercie. Et le deuxième volet, je vais tenter de le faire assez rapidement. En fait, je suis ravi d'entendre que, bon, le niveau de taux de satisfaction est à 89 74 des gens au centre-ville utilisent le centre-ville, utilisent le transport en commun et qu'il y a une meilleure performance du métro Azur. Là-dessus, ça m'a interpellé en termes de questionnement, à savoir en quoi l'ancien directeur général, M. Carl Desrosiers, s'est fait limoger à ce moment-là. Et est-ce que c'est une décision politique ou c'est une décision du CA à majorité ou à l'unanimité? Est-ce que c'est possible d'avoir ces réponses? Ça a été une décision du CA à l'unanimité. D'accord. Donc, le CA en a discuté. Le CA a pris des éléments en considération. Donc, ça a été une décision qui a été prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, je suis renversé de voir qu'il y a de belles performances que vous décrivez. Et en même temps, cet individu se fait montrer le chemin de la porte. Ces performances-là sont le fruit du travail de 9400 employés. Oui, aussi, absolument. Ce n'est pas l'élément d'une seule personne, j'en conviens. Je vous remercie de vos réponses. Bonsoir. Monsieur Gilbert Bauer.
Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur, vous a eu la réponse, en quelque sorte, la réponse que j'attendais de votre part concernant le congédiement de Monsieur Carl Desrosiers. Mais moi, j'aurais une autre question concernant ce congédiement-là. Est-ce qu'il partageait plus la même vision du conseil d'administration, votre vision, M. Schnob? Ou c'est quand même quelqu'un qui avait 31 ans d'expérience, qui connaissait bien l'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails là-dessus? Pourquoi on l'a vraiment congédié? Je me suis exprimé publiquement là-dessus au moment où la décision a été prise. La STM est un point de son histoire où on doit redéfinir la stratégie, le plan stratégique pour les 10 prochaines années. Et on a estimé que c'était un moment pertinent pour pouvoir faire un changement de la direction générale, pour pouvoir amorcer cette réflexion-là avec quelqu'un qui sera là pour mener et pour concrétiser ce plan stratégique-là qu'on va élaborer au cours de l'année 2015. D'ailleurs, les clients seront invités à participer à l'exercice, les employés aussi. Donc, on veut que tout le monde mette l'épaule à la roue là, dans la redéfinition de ce qu'on veut de faire de la STM pour les 10 prochaines années. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'il n'avait pas la même vision que vous autres. Je vous dis simplement qu'on a estimé que le moment était propice pour réfléchir avec une nouvelle personne, pour regarder vers l'avenir avec un regard différent. Ouais. Vous avez une deuxième question? Je veux finir avec je ne veux pas se mettre à argumenter là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui veulent aborder ce sujet-là. Je pense qu'on va avoir le temps. Non, mais je suggère qu'on embauche comme directeur général quelqu'un de l'interne qui connaît bien la STM. Pas quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, là, qui ne connaît rien à la STM. Quelqu'un d'extérieur, ce n'est pas une bonne idée, ça. Il faut que ce soit quelqu'un de l'intérieur de la STM qui connaît bien l'entreprise. Il y aura un comité de sélection qui va étudier les candidatures et qui choisira les gens en fonction de différents critères. Je prends note de votre suggestion. Oui, c'est plus qu'une suggestion, c'est une recommandation très, très, très forte, là. D'accord. OK. Vous avez une deuxième question? Oui, c'est concernant le gros chantier qui a commencé au métro Rosemont, qui va durer au moins 5 ans, 3 ans pour les ascenseurs, 2 ans pour la grosse tour qui va être construite au-dessus. C'est-à-dire, là, maintenant, il faut qu'on sorte en arrière, où il y a l'arrêt du 197, il faut qu'on fasse le tour pour prendre le 161. Est-ce qu'il y a moyen d'amener le 161 maintenant à l'arrière pour qu'on puisse embarquer et débarquer à la porte en arrière où il y a le 197? Écoutez, les travaux ont commencé il n'y a pas très longtemps. Oui, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir. Je présume qu'on a fait ce qui était le plus efficace en termes de circulation, de fluidité, de sécurité pour aménager le chantier. Vous savez que c'est un chantier. Et là, on fait un chantier de construction sur une station de métro qui est ouverte et qui est fonctionnelle. Donc, ça pose certains enjeux en termes comme je l'ai dit, de fluidité de circulation. Mais je présume qu'on a pris toutes les mesures nécessaires et qu'on a fait ce qui était le plus efficace possible pour assurer la fluidité. Mais je vais aller jeter un coup d'œil pour le visualiser, là, parce que je ne sais pas de ce que vous me décrivez. Je ne le vois pas, je ne suis pas allé. C'est dommage que M. Rotrand n'est pas là. Lui, il connaît bien toutes les stations. Ouais. Non, mais là, le chantier comme tel est ouvert depuis peu. Alors, mais je suis certain que les gens qui ont planifié tout ça ont fait ça en respectant les règles de l'art pour assurer une bonne circulation. Ben non, mais pour nous, en tant qu'usagers, il serait préférable que le 161 maintenant s'arrête en arrière où il y a la sortie, parce qu'il y a une seule sortie maintenant qui est ouverte, celle en arrière où il y a le 197 qui s'arrête. Ben, écoutez, regardez ce que je vais faire. C'est là qu'il faudrait mettre le 161 maintenant durant les chantiers et pas le garder en avant. Puis nous, on est obligé de sortir en arrière, faire tout le tour pour prendre le 161 en avant. Mais là, comme je vous dis, je ne le visualise pas. Alors, jetez un coup d'œil, puis on vous enverra un message. On a vos coordonnées. On pourra vous expliquer pourquoi on a fait ces choix-là. Oui. Oui. Enfin, moi, je préfère avoir mon 161 en arrière. Oui, écoutez, regardez, je vais demander qu'on m'explique pourquoi on a fait ces choix-là, puis on vous transmettra l'information. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Madame Marie-Ève Brunet, conseillère d'arrondissement de Verdun. Bonsoir, Madame Brunet. Bonsoir. Bonsoir à tous, Monsieur le Président, membres du Conseil. Marie-Ève Brunet, conseillère d'arrondissement à Verdun, citoyenne de Verdun, responsable du district Champlain-Île-des-Sœurs. On vient vous voir aujourd'hui, on fait suite à une mobilisation de la communauté. Je serai donc brève parce que je pense que c'est surtout les partenaires et les citoyens qui doivent être entendus ce soir. On dépose, j'imagine, c'est peut-être à Madame, on a des documents à vous remettre.
En fait, on vient pour la modification du trajet de la ligne de l'autobus 12, donc de l'île des Sœurs vers idéalement le métro de l'Église. Je pense pas que c'est la première fois. Je pense pas que c'est la première fois que vous en entendez parler. Donc, en fait, la liste qu'on vous remet représente autant les résidences qui sont sur Gaétan-Laberge, l'hôpital de Verdun, Action Prévention Verdun qui représente le centre communautaire, la station à l'île des Sœurs, l'arrondissement, le forum économique, les regroupements des commerçants de la promenade Wellington. Donc, on sera 5 acteurs, y compris moi, ce soir, à vous rapporter des faits importants pour nous. Donc, je donne la parole, en fait, à une citoyenne qui a porté le flambeau. Vous remarquerez que sur les lettres d'appui, c'est son nom. Donc, c'est vraiment elle qui a fait le tour pour aller chercher ces appuis-là. Donc, je vous présente Mme Saint-Ours. Bonsoir, Mme Saint-Ours. Oui, bonjour. Bonsoir. Moi, je suis une résidente du Boulevard Gaétan-Laberge. Je suis ici avec mon groupe de personnes de résidents de Gaétan-Laberge. Bonsoir. Puis, on a travaillé bien fort pour que on ait beaucoup d'appui, mais les gens sont comme moi, puis on n'a pas notre autobus. Mais je pense qu'on est venu au mois de mai, mais le dossier avance. Mais on n'a pas notre autobus encore, fait qu'on est venu vous demander de ne pas nous oublier et puis de nous la donner parce qu'on trouve ça très difficile cet hiver d'être obligé sur la glace et la neige, de s'empêcher de sortir parce que on n'a pas d'autobus pour la prendre, puis on ne peut pas prendre des taxis. Mais je pense que on a besoin que ce soit à notre écoute. Fait qu'on est venu vous demander encore une autre fois de nous aider, de nous appuyer, puis de nous donner un autobus, parce qu'on veut l'avoir. Puis plus tard, on vous demanderait un abribus, mais là, on veut l'autobus. Commençons par l'autobus. On ne mettra pas la charrue devant les bœufs, mais je pense que vous allez être contente. Peut-être que ce ne sera pas pour cet hiver, mais il est même déjà prévu dans le budget 2015 une desserte du boulevard Gaétan-Laberge. Alors, quand ça se fera, il y a différentes hypothèses. Il faut que le dossier soit présenté au comité de service à la clientèle. Mais j'en parlais plutôt aujourd'hui avec le maire de l'arrondissement, M. Parenteau, qui pourrait peut-être ajouter un peu. Mais la demande a été reçue, on l'a étudiée. On va poursuivre l'étude pour être certain qu'on fait le bon choix dans la ligne de bus. Mais soyez assurés qu'il est prévu de desservir le boulevard Gaétan-Laberge en 2015. Parce que je sais que M. le maire de l'arrondissement Verdun, il est avec nous autres, puis il nous a beaucoup appuyés, puis que je le remercie, mais on a encore besoin de lui. Oui, bien en fait, la décision... Et il en a parlé aussi, soyez assurés. Oui, on en a parlé. C'est certain que, comme c'est des résidences sur Gaétan-Laberge, on se disait quand même qu'il y a des problèmes d'ostéoporose, d'arthrite. La marche est importante, mais peut-être pas jusqu'à ce point-là. Alors... Moi, on est autonome, mais on a besoin de... Je vous taquine. Mais sérieusement... on en a parlé effectivement. Il y a eu des rencontres de fait avec au niveau des différents services. Il y avait différentes options. Comme le conseil d'administration n'a pas voté, entériné la décision officiellement, mais c'est officieusement qu'on a des discussions. Puis il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte au-delà de la recommandation qui est faite pour la desserte du boulevard Gaétan-Laberge. Dans le fond, qui n'est pas nécessairement un choix, c'est une évidence, parce qu'on prend juste l'exemple de l'hôpital de Verdun, qui n'est pas desservi. Les gens de l'île des Sœurs ne peuvent pas se rendre directement à l'hôpital de Verdun par bus en ce moment. De faire un transfert qui est complètement incompréhensible. Et présentement, il y a, le Gaétan-Laberge, au fil du temps, s'est bâti, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, on doit s'adapter à ce niveau-là. Et d'autre part, il y a les travaux sur le nouveau pont sur Saint-Laurent, et ainsi que les accès qui vont être redéfinis au niveau de l'autoroute 15. Et il y aura des changements au niveau de certaines rues, par exemple Gilbert-Dubé, au niveau des travaux, où il y aurait des changements de sens de la rue, qui fait en sorte que on ne peut pas vous dire quel autobus qui sera sur Gaétan-Laberge, mais c'est sûr que la 12 ne pourra plus passer sur Gilbert-Dubé. Fait que faites l'équation. Fait que ça regarde bien pour ça. Mais il faut que la décision soit entérinée par le conseil d'administration préalable. On peut avoir une idée du temps à peu près? Mais d'ici la fin de l'année. Mais je vous dirais que pour ce qui est des changements de rue au niveau de l'arrondissement Verdun, le consortium au niveau d'Infrastructure Canada va être officiellement nommé au mois d'avril. Et suite à ça, au courant de l'été, les travaux vont avoir une cadence accélérée. Ils vont se mettre en branle. Alors, il y a des changements qui vont se faire, puis on travaille en collaboration avec les STM là-dessus pour arrimer que les services soient faits. Mais c'est certain que vous ne passerez pas une deuxième hiver comme vous avez connu présentement. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Merci. Alors, les autres qui veulent prendre la parole sur la même question vont prendre la parole tout de même. J'imagine M. Billy Walsh.
Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, membres du Conseil. En fait, je vais tout simplement vous remercier de la décision qui a été prise. Donc, c'est un merci officieux, si je comprends bien. Je n'ai pas besoin de m'étendre de midi à 14 pour vous expliquer la précarité des artères commerciales à Montréal. Moi, je suis directeur d'une SDC, en l'occurrence celle de Wellington. On représente 260 membres. Si on inclut aussi les gens qui ne sont pas membres de notre association, mais présents au centre-ville de Verdun, c'est environ 300-350 places d'affaires, c'est environ 1500 emplois. L'achalandage qui sera procuré par la déviation de la 12, qui ira au métro de l'Église, espérons-le, plutôt qu'au métro La Salle, elle est importante pour nous, je dirais pas cruciale, mais décidément très, très, très importante. En fait, dans le succès d'une artère commerciale, tous les détails comptent et celui-ci en est un quand même assez majeur. Donc, on attire une nouvelle clientèle qui est de l'île des Sœurs vers un service de proximité. Et le service de proximité m'amène dans le fond à vous dire que ce qu'on est en train de faire là ensemble, c'est un partenariat vers le développement durable. Donc, quand les gens reviennent chez eux, plutôt que de reprendre l'auto et d'aller à l'épicerie, bien, on souhaite que ces gens-là, dans le transfert de moyens, puissent aller à la caisse. Allez, pensez-y, mais bref, je ne veux pas nommer personne, mais faire leur commission, puis le faire à pied finalement. Donc, c'est un plus pour nous. On vous remercie beaucoup. Puis, on appuie décidément depuis le début le projet de la communauté de Verdun. Bien, je vous remercie. Merci Quand on détermine l'opportunité de faire des modifications comme ça, c'est des enjeux comme ça qui sont aussi pris en considération, évidemment. Monsieur Daniel Bélanger, maintenant. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Daniel Bélanger, je suis le directeur d'Action Prévention Verdun. On gère le programme Tandem de la Ville de Montréal pour l'arrondissement Verdun. On gère également la station, bâtiment unique, une ancienne station d'essence. Donc, c'est un centre intergénérationnel fort populaire à l'île des Sœurs. Donc, je vais prendre surtout sous l'angle de l'île des Sœurs l'importance d'avoir une correction du tracé de l'autobus 12. Il n'y a pas de hasard. Dans une édition au mois de janvier du Messager, les gens de l'île des Sœurs réclamaient des services de proximité. Et donc, la 12, en continuant son chemin sur le boulevard Gaétan-Laberge, ben, il y a toute une desserte d'équipements collectifs, l'auditorium, des parcs près des berges et bien sûr l'hôpital de Verdun où les gens de l'île des Sœurs vont pouvoir, si c'est votre décision que continue à aller dans ce sens-là, vont pouvoir donc débarquer à l'hôpital de Verdun et le CLSC n'est pas loin. Qui plus est, on mène actuellement avec l'arrondissement Verdun un projet qui s'appelle Voisins solidaires avec Ville et Village en santé. Et on trouve ça important de reconnaître nos voisins de l'île des Sœurs à Verdun. Et on est convaincu que la correction du tracé va être un ajout supplémentaire pour faire du bon voisinage. Voilà. Donc, merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir. J'invite maintenant Mme Monique Gay sur le même sujet. Alors, bonsoir, Monsieur le Président, membre du conseil d'administration. Alors, écoutez, moi, j'étais ici pour faire une demande, poser une question. Finalement, ben, comme mes prédécesseurs, ça va être pour vous remercier. Moi, je suis directrice des communications du C3S du Sud-Ouest de Verdun. Donc, on était ici parce qu'on est en appui avec, évidemment, la démarche, la mobilisation citoyenne pour la modification de l'autobus 12. Le mandat de notre organisation, c'est d'offrir des services de santé et services sociaux à la population des arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun, incluant, évidemment, l'île des Sœurs qui fait partie de Verdun. Alors, donc, ce que je vous dis ce soir, j'avais préparé quelque chose que je ne dirai pas, mais donc, je vous dis merci au nom des 18 000 personnes qui habitent à l'île des Sœurs et qui n'ont pas d'accès direct à l'hôpital de Verdun puis au CLSC de Verdun. Ça, c'était très préoccupant pour nous. De ces 18 000 personnes-là, il y a près de 20 qui sont des personnes âgées aussi. Puis, il y avait un autre élément que je voulais apporter, c'est qu'il n'y a pas que des gens aisés qui ont un accès facile à la voiture à l'île des Sœurs parce que, et là, je peux peut-être prendre, parce qu'en fait, entre 2005 et 2010, la proportion de particuliers qui ont un revenu de moins de 20 000 a augmenté de 28 à l'île des Sœurs. Alors, c'est aussi des gens qui ont des besoins en matière de dessert de transport en commun. Et il y a une grosse utilisation aussi de la voiture pour les gens qui sont à l'île des Sœurs. Alors ça, on n'est pas fiers de ça parce que les super beaux pourcentages qu'il y a un petit peu partout, mais évidemment, à l'île des Sœurs, les gens prennent beaucoup leur voiture pour venir aussi même au centre-ville pour travailler. Alors voilà, c'était pas une question. On a déjà la réponse, mais je voulais quand même dire merci. Si on peut convaincre les gens de laisser leur voiture dans le garage. Oui, c'était bon. C'est ça qu'on veut. De les accueillir. Je vous remercie. Oui, Jean-François.
propos, Mme Gay, aussi l'importance aussi qu'il y a une annonce aussi que l'hôpital de Verdun va aussi être bonifié au niveau de l'offre. Il y a des travaux majeurs qui s'en viennent. On va construire 2 nouveaux pavillons. Alors, l'achalandage va être d'autant plus augmenté. Les services de proximité vont être d'autant plus importants. Alors, c'est certain que la démarche que vous faites, l'appui que vous avez donné pour ce service-là a été important dans l'équation. Monsieur Parenteau, d'ailleurs, vous me faites penser, j'avais oublié de dire que l'hôpital de Verdun est un des seuls à Montréal où il n'y a pas d'autobus qui passe devant sa porte d'entrée principale. Alors, merci beaucoup. On va y remédier en 2015. Merci. Excellent. Bonsoir. J'invite maintenant M. Peter McQueen, qui est conseiller municipal de Notre-Dame-de-Grâce. C'est presque autant de conseillers, d'élus dans la salle que sur la scène. Mais bonsoir, M. McQueen. Parfait. Merci beaucoup, M. Schnapp. Écoutez, je parle ce soir en nom des usagers de l'autobus 105. Vous savez, j'ai fait un sondage. J'ai eu 800 répondants qui n'étaient pas complètement satisfaits avec le service sur la 105, mais aussi, je peux rester en contact avec ce monde-là, et je le fais. Alors, je veux aussi remercier l'STM. Vous avez quand même M. Labelle, M. Michel Tremblay, M. Benoît Tessier ont tous aidé beaucoup à communiquer des choses avec nous et même à nous dire la bonne nouvelle que vous allez ajouter des départs sur la 105. Vous ajoutez en janvier, d'autres en mars. Alors, on est content. Par contre, quand est venu le moment pour moi d'annoncer cette bonne nouvelle aux 800 personnes qui ont répondu à notre sondage, ça a tombé durant les horribles premières semaines de janvier avec les grandes tempêtes. Et comme vous savez bien, le service d'autobus a été pas mal perturbé. Alors, c'était vraiment pas le moment de leur annoncer cette bonne nouvelle qui s'en vient, mais qui n'est pas encore là. Alors, ma question pour vous spécifiquement concerne le service d'autobus en hiver. Des 2 côtés. Premièrement, du côté de la demande. Dans notre analyse, nous voyons que de plus en plus à Montréal, la demande pour les autobus monte l'hiver et les temps quand il ne fait pas un beau temps. Parce que de plus en plus de gens roulent à bicyclette ou pour des raisons de santé, marchent aux stations de métro quand il fait beau. Pas quand il neige, quand il y a de la glace, quand il y a froid extrême. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous êtes conscient du fait que la demande pour les autobus est plus grande en hiver et que c'est une tendance plus lourde maintenant qu'il y a 10 ou 20 ans? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous allez faire concernant cette problématique? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous avez pris des gestes concrets pour pouvoir avoir une offre de plus de services d'autobus en hiver? Est-ce que vous avez fait quelque chose possiblement avec les congés ou le taux d'absentéisme des employés, avec la condition des autobus pour qu'ils ne soient pas au garage, spécifiquement en hiver? Alors, à vous la parole. Bon, je vais commencer par les garages parce qu'on a touché cet aspect-là récemment. Mme Amilcar a même participé à un reportage pour expliquer quelle est la problématique l'hiver, par les grands froids comme on a. Après une tempête aussi, ça crée des problèmes. Les autobus sont en panne, il faut aller les chercher sur la route. L'employé qui va chercher l'autobus sur la route pendant ce temps-là n'est pas en train d'en réparer un autre. Finalement, ça finit par s'accumuler. Ça a un effet sur la disponibilité des bus en hiver à cause du froid. Les gens font l'entretien qu'il faut, mais à un moment donné, les autos ne partent pas des fois l'hiver, les autobus non plus. Et il faut à ce moment-là y mettre un petit peu plus de soin et ça a un effet sur la disponibilité des bus. Ça tombe mal, comme vous le dites, il y a plus de gens qui veulent le prendre parce qu'il fait froid. Donc, c'est 2 facteurs qui ne sont pas nécessairement... qui ne fonctionnent pas, c'est comme l'eau et le feu, ça s'annule. Mais par ailleurs, je peux vous dire que vous avez raison, c'est une tendance qu'on examine et à laquelle on s'ajuste. On l'a fait, par exemple, dans le cas de la 105, mais c'est le cas dans bien d'autres lignes. Et là, j'ajouterais aussi à la problématique le fait que ces bus-là, qui sont en certains cas de très, très longs circuits, peuvent être pris. Quelqu'un m'écrivait récemment, tel autobus est toujours en retard. Je lui ai dit, mais il part du nord de la ville, il descend jusqu'au boulevard René-Lévesque, puis il remonte jusqu'à Ville-Mont-Royal. Évidemment, cet autobus-là traverse 5 arrondissements, puis une ville liée. La chance qu'il suive une souffleuse ou une opération de déneigement est multipliée par 5. Donc, c'est possible que quand il y a des tempêtes, cet autobus-là ait de la difficulté à respecter l'horaire. Alors, il y a tout ça qui entre en ligne de compte, qui fait en sorte que c'est un petit peu plus problématique.
l'hiver. Maintenant, à cause de tous ces éléments-là, on prévoit cette année aussi faire l'acquisition de nouveaux autobus. Donc, certains qui vont remplacer des bus qu'on met à la retraite, si on veut, et d'autres qui vont s'ajouter pour offrir davantage de services. On l'a mis, c'est dans le plan triennal d'immobilisation. Ça va se faire au cours de 2015. Bon, évidemment, on ne les aura pas vers la fin davantage. On ne les aura pas pour l'hiver qui est en cours. Là on fait des pieds et des mains là, dans les ateliers pour pouvoir ramener le plus vite possible les bus sur la route. Mais c'est un phénomène on le constate dans le métro aussi, il y a beaucoup de monde. C'est signe que les gens s'en servent, c'est signe que les gens apprécient le service, mais il faut qu'on réussisse aussi à faire en sorte que le service sera agréable puis qu'ils auront envie de revenir, même les journaux, il fera un peu plus doux. Parfait. Bien, merci pour ces éléments de réponse. Premièrement, je dois dire que je suis complètement d'accord qu'une partie, c'est la ville et les arrondissements qui doivent faire un bon déneigement pour que ces autobus soient... Même quand ils font un bon déneigement, il y a toujours la période où... c'est difficile. Il y a du ralentissement causé par les opérations. Je suis d'accord. Et merci beaucoup pour les nouveaux autobus. C'est clé, absolument. Spécifiquement sur ce dossier, nos problèmes avec la 105, une ligne d'autobus extrêmement achalandée à Notre-Dame-de-Grâce qui utilise encore les autobus réguliers. Quand est-ce que nous pourrions avoir des autobus accordéons allongés pour une ligne comme la 105? Bon, d'abord, je veux dire que les autobus qu'on va acheter cette année, ce n'est pas des autobus articulés. Donc, cela dit, pour ce qui est de la rue Sherbrooke, pour ce qui est de la 105, l'enjeu, c'est le terminus. C'est que la boucle du terminus, on vous l'a déjà expliqué, oui. Ne permet pas à l'autobus de... Là, ça implique d'autres coûts. Ça veut dire qu'il faut ou bien déplacer le terminus ou en construire un nouveau. Alors là, on est dans d'autres enjeux complètement. Le PT. Il n'y a pas de projet là, concrètement sur la table à ce moment-là, mais c'est une problématique dont on est conscient. Qu'est-ce que les usagers ou l'arrondissement de Côte-Nez-Genesee peut faire pour accélérer ce processus avec ce terminus? Écoutez, il y a sûrement des mesures qu'on peut envisager ensemble. On pourra se faire une réunion pour en discuter si vous le désirez. Ça nous fera plaisir. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Monsieur Martin Gagnon. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, le comité. Alors, Martin Gagnon, président d'École Blanc de la STM. Je représente les gens du personnel administratif, technique, professionnel du transport en commun. Tout d'abord, je suis content de savoir, M. Schnob, si vous permettez que je vous appelle ainsi, de voir que vous avez de l'intérêt pour nos employés. Vous voyez que c'est important, les 9400 employés qui ont fait un bon travail, puis c'est bien reconnu. Je suis aussi content de partager ce que M. a dit tantôt, qu'effectivement, dans la nomination du prochain DG, la fierté d'avoir un DG qui vient de l'entreprise et qui connaît l'entreprise, ça peut être quelque chose d'assez important parce que j'ai quand même 23 ans de date d'ancienneté dans l'entreprise et j'en ai vu des directeurs généraux. Et les rares fois qu'on a eu des directeurs généraux qui venaient de la boîte, on a vu le succès que ça a donné. Malheureusement, dans d'autres cas que ça venait de l'externe, les mandats étaient un petit peu moins courts. Ceci étant dit, ça m'amène à ma question que je voulais vous poser, c'est que vous avez annoncé dans un journal qui est le 24 heures, je me souviens pas exactement quand, je pense que c'est en décembre ou en janvier, qu'il y avait des coupures administratives de 57 millions qui étaient à prévoir à la STM. Vous comprendrez que je représente le personnel administratif, fait que je voulais juste m'assurer que c'était pas les membres que je représente qui étaient visés par ces coupures de 57 millions. En fait, c'est des décisions qui sont déjà en vigueur parce que le budget tient compte de ces réductions-là. Donc, ce n'est pas des coupures à venir, c'est des choses qui sont déjà en place. Je vais laisser M. Tremblay, si vous permettez, qui est directeur général par intérim, mais qui était trésorier aussi, donc qui est très au fait de ces détails-là. Les chiffres sont effectivement très exacts. C'est 57 millions là, qui ont été mis sur la table. Comme l'année dernière aussi, on en a mis. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. On a fait même 65 millions en 2014. C'est sûr que la situation financière de la STM n'a pas tout à fait facile. Pour ce qui est du 57 millions, comme M. Schnob l'a mentionné, ce sont des choses qui sont déjà faites. Ce n'est pas des choses à venir nécessairement. Quand on fait un budget, on s'assure le plus possible d'avoir des choses concrètes qui sont mises en place. Ceci dit, comme ça a été expliqué à plusieurs reprises, on le dit souvent aussi à l'interne, on a un déficit structurel à l'STM de 20 millions qu'on traîne à chaque année. Ça ne sera pas différent cette année. Il est encore là. On doit faire des efforts pour le compenser. Et au moment où on se parle, il n'est pas prévu de faire quoi que ce soit dans le sens que vous le mentionnez. Au contraire, on essaie de prendre des moyens sans aller de ce côté-là. On est par contre, on le sait, on l'a mentionné, on est en gel d'embauche. Donc, on essaie de faire en sorte de trouver les mécanismes comme ça. Mais le 20 millions, il est récurrent. On doit trouver une source de fonds
dédiées récurrentes, comme on l'a dit dans le passé, pour régler la problématique. Ça, c'est sûr et certain. Mais le 57 millions qui a été prévu dans le budget, c'est des choses qu'on a fait, qui sont déjà escomptées, qui sont déjà réalisées comme telles. Ça n'aurait pas été responsable de budgétiser avec des choses à venir dans le futur sans savoir qu'est-ce qu'on aurait à faire comme tel. Excellent. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Karen Urtnovski, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je travaille avec le Conseil des aînés de Notre-Dame-de-Grâce on est très préoccupé par la situation des autobus très bondés qu'on a à NDG. On travaille en concert avec le Conseil communautaire d'NDG. Puis, ma question, c'est par rapport aux demandes d'accès d'information qu'on a fait. On a déjà fait quelques demandes d'accès à l'information, puis la réponse a été négative. Sans beaucoup d'explications, juste tout simplement que les données que vous désirez n'existent pas sous forme de rapport. Là, on se trouve dans une situation dont on peut pas. On fait une demande pour quelque chose qu'on ne sait pas si ça existe. On demande des données qu'on trouve que vous devriez les avoir, mais on ne peut pas demander quelque chose qui n'existe pas. Par contre, on nous dit pas qu'est-ce qui existe. C'est très sec la réponse qu'on nous donne. Ils disent pas vous demandez X, Y, et nous n'avons pas Y, mais nous avons X. Qu'est-ce qu'on peut faire, les citoyens, pour formuler une demande d'accès d'information qui prospère si on ne sait pas quelles sont les données que vous avez? En effet. Et est-ce qu'il y a une façon d'avoir une conversation avec quelqu'un à la STM par rapport à ça? Écoutez, est-ce que si Maître Tremblay veut répondre? C'est Maître Tremblay qui est responsable de la gestion de la loi d'accès à l'information. De l'accès à l'information, puis évidemment, on est là aussi pour aider les demandeurs. Alors, vous allez avoir mes coordonnées et puis je vais vous aider peut-être à articuler correctement votre demande pour être en mesure de vous répondre. Merci beaucoup. Combien? Merci. Merci. Bonsoir. J'invite maintenant M. Renato Carlone. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, membre du Conseil, une question pour l'échangeur. J'ai eu une conversation, tout le monde le sait, on a eu une grosse coupure d'échangeurs. J'ai eu une conversation avec l'ancien directeur général qui m'a rassuré qu'il n'y aurait pas eu plus de coupures. Ceci étant dit, c'en est une de mes questions. Est-ce que vous êtes en mesure de nous garantir qu'il va toujours avoir un changeur pour une ouverture et une fermeture de station? Enfin, moi, personne, oui, je crois qu'il y a toujours été... Il n'y a pas question d'y avoir moins qu'un changeur par station. C'est ce qui avait été dit. Il va toujours en avoir un pour le futur, pour les ouvertures, pour les fermetures. Il n'y a aucun projet d'éliminer des changeurs. À la limite, on a dit qu'il y en avait toujours au moins un dans la station. Ce sera toujours le cas. Ça sera toujours le cas. C'est parfait. Puis les bonnes nouvelles pour la 12, je suis bien content pour le métro de l'Église, mais peut-être faudra reviser et en remettre le deuxième. Écoute, on prend, dans ces cas-là, vous le savez, quand on a évalué les endroits où on tenait compte des situations particulières de chacune des stations. Puis il y a certains moments, vous savez, il y a des quarts de travail où on en rajoute un deuxième. Place d'Armes, par exemple, quand il y a des événements. Oui, mais de l'Église, il y en a un qui a été coupé en tout temps. Là, peut-être on va réaviser et je vais pouvoir donner des bonnes nouvelles aux changeurs. Merci. Ça va? Merci beaucoup. Bonsoir. Monsieur Frédéric Lapointe. Bonsoir, M. Schnob. Bonsoir. Membre du Conseil. Je voulais d'abord vous féliciter pour la période de questions. J'en vois beaucoup. Je préside la Ligue d'action civique et on fait la promotion à la fois de la transparence et de la saine gouvernance dans les municipalités, les commissions scolaires, mais également
les organismes municipaux. Vous ne nous entendez pas souvent à Montréal parce que, par ailleurs, ça se passe mieux à Montréal qu'ailleurs en province. Il se peut qu'on soit un peu plus audible dans le cas, je ne sais pas, de Saguenay ou d'autres villes dont les pratiques ne sont pas tout à fait les mêmes. J'étais à la Fédération des journalistes. C'était les mêmes villes auxquelles on allait présenter nos mémoires. Voilà, voilà. Alors, sous peu, nous allons procéder, notamment sur le plan de la transparence et de la gestion de la participation citoyenne, à une évaluation des différentes villes. L'objectif n'est pas de faire un livre noir, mais néanmoins de mettre en lumière les meilleures pratiques et également les endroits où une certaine amélioration serait fortement souhaitable. À cet égard-là, à Montréal, il y a une chose que je salue et qui pourrait être envisagée à la Société de transport de Montréal, et c'est la publication par avance des sommaires décisionnels. Vous avez un ordre du jour, ma foi, fort explicite, mais la publication par avance des sommaires décisionnels permettrait davantage, non seulement aux journalistes, j'imagine, mais également aux citoyens de se pencher sur les décisions du jour et peut-être de poser des questions en lien avec les décisions du jour plutôt que les décisions passées ou des intérêts plus pointus. Alors, je me demandais si c'était quelque chose qui était envisagé à la STM, comme il s'agit d'une pratique déjà adoptée là, dans quelques arrondissements, là, je crois Rosemont et le Sud-Ouest. Bon, écoutez, on a modifié néanmoins notre façon de publier notre ordre du jour. Et c'était effectif là, pour le conseil d'administration de février. Peut-être que M. Sauvé, qui nous en fait la demande depuis longtemps, vous a expliqué la modification qui a été faite. Je vais laisser M. Francesco Miele expliquer parce que c'est une décision qui a été prise suite à une recommandation du comité qu'il préside, le comité gouvernance et éthique. On a décidé d'en rajouter, un peu plus d'informations de manière à répondre à une demande d'avoir plus d'informations sans nécessairement devoir revoir tous nos processus, parce qu'il est clair que dans les cas où on publie les sommaires décisionnels, il y a des réunions préparatoires qui ont lieu avant la publication, alors que la nôtre, notre réunion préparatoire, elle a lieu le jour même. Alors, c'était une manière de répondre à cette demande-là davantage de transparence. Mais je vais laisser M. Miele expliquer la démarche qui a été faite. Merci, M. le Président. Merci, M. Lapointe. Donc, en effet, le comité de gouvernance éthique et développement durable de la société, le comité du CA, s'est penché sur la question. On avait évidemment quelques parallèles, ne serait-ce que le comité exécutif de la ville pour certains dossiers, le conseil de ville pour tous ces dossiers une fois rendus en conseil de ville. Suite à nos recommandations, dès ce conseil-ci, vous avez eu l'occasion non seulement d'avoir un ordre du jour publié à l'avance, mais également un sommaire, un résumé de tous les dossiers qui s'y présentaient. Ces dossiers-là, ce résumé était accessible depuis lundi, si je ne m'abuse, environ 48 heures. La secrétaire générale pourrait vous en donner les détails. Donc, depuis 24 heures. Depuis 24 heures, pardon. Donc, le résumé donne beaucoup plus de détails qui étaient précédemment donnés lors de la publication de l'ordre du jour. Évidemment, c'est la formule que nous proposons pour le moment. Nous sommes un CA qui se rencontre, comme le président le disait, en rencontre préparatoire le jour même. On passe la journée ensemble depuis 10 heures ce matin pour finaliser nos réflexions une fois avoir pris connaissance depuis vendredi que les documents nous sont accessibles. Après avoir pris décision, on rend notre décision en séance publique seulement après cette période de questions. Ce qui est très différent du comité exécutif, qui ne siège pas publiquement, et différent aussi du conseil de ville de Montréal. Donc, la formule est à l'essai. Je pense que ça peut répondre à un besoin citoyen qui est fort raisonnable. Alors, on verra également à l'usage. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que M. Sauvé est un membre fondateur de la Ligue d'action civique. Alors, je suis content d'apprendre qu'il fait son devoir, si j'ose dire, sur ces questions. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir une information, de rendre une information publique avant que les élus aient pu se l'approprier et, le cas échéant, aient à répondre à des questions de journalistes ou de citoyens ou de collègues sur ces questions. C'est l'ensemble du processus de délibération. Ou des entreprises même. Oui, effectivement, qui sont soucieuses de la gestion de ces renseignements. Maintenant, dans la révision éventuelle de ces
processus-là, qui inclut effectivement l'ensemble du travail du conseil d'administration, j'en conviens, davantage de transparence et davantage de confiance. Puis je vous invite à continuer à franchir quelques frontières là, dans cette direction. Depuis un an, on en a franchi plusieurs, en rendant public aussi dès les jours qui suivent, sinon le lendemain du conseil d'administration. Les sommaires décisionnels, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, on a quand même fait beaucoup de progrès depuis un peu de temps. Oui, et ce sera souligné. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Martin Marentette. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le membre du conseil, le président. OK. Ma question, c'est pour Monsieur le Président. Au mois de décembre, vous nous avez avisé les présidents du syndicat, des différents syndicats de STM, que le DG était pour être quitté. Lors d'une conversation que vous avez eue avec Martin Gagnon, président des syndicats, vous avez dit que le prochain DG arriverait vers le mois de septembre. Dans la même journée, une couple d'heures plus tard, vous avez la même discussion avec moi. Vous me dites que ça va être fait pour le mois d'avril. Puis vous avez confirmé cette information-là avec un autre président de notre syndicat pour le mois d'avril. Là, nous autres, en regardant ça, on constate que vous donnez des informations qui ne sont pas les mêmes. Puis c'est les mêmes questions qui ont été posées. Comment vous pouvez, suite à cette observations, nous autres, on regarde ça, on se demande est-ce que vous étiez au fait des informations que vous nous avez transmises ou que vous nous avez décidé d'essayer de nous berner ou c'est que vous n'étiez pas maître du dossier encore. Fait que la question, c'est, suite à ça, qu'est-ce que vous pensez que les syndicats vont, dans une atmosphère de même, pensent et qu'est-ce qui va arriver aux relations de travail? Écoutez, de mémoire, j'ai eu en tête le mois d'avril dans toutes mes conversations, parce que c'est ce que j'ai répété à tout le monde. Alors, si, dans un moment d'égarement, j'ai dit le mois de septembre à un de vos collègues, c'est vraiment une erreur, parce que j'ai toujours mentionné le mois d'avril, non seulement vous, dans les médias également, donc le processus va suivre son cours. Je dis autour du mois d'avril, mais si j'ai dit septembre, c'est une erreur, parce que je ne l'ai pas... Je n'ai jamais eu ce moment-là en tête dans toute ma réflexion. Donc, en ce moment, on vise le mois d'avril? On vise toujours un processus relativement court, et le mois d'avril... Autour du mois d'avril devrait être une période. Tout dépend du processus. On reçoit encore des candidatures. Il faut former le comité de sélection. Il faut faire des évaluations. Mais le mois d'avril me semble être une fenêtre possible. Là. Ça peut peut-être déborder un peu, mais je tiens quand même à ce que ce soit un processus court pour qu'on sache rapidement à quoi s'en tenir. Puis, quand on a des questions, puis c'est pas exactement la même réponse, là, non, mais là, ce que je vous dis, c'est que j'ai pas. Si j'ai dit le mois de septembre, c'est vraiment. J'ai pas eu conscience de le dire parce que j'ai jamais eu cette date-là en tête. Alors, ou bien j'ai mal été compris, ou je parlais d'autre chose, mais j'ai jamais eu en tête le mois de septembre. Le mois d'avril. Alors, je me suis mal cité moi-même, si vous permettez. OK. Parfait. Merci. Bonsoir. Monsieur Sauvé, Craig Sauvé, conseiller de ville dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Mini commentaire sur les sommaires. Oui, bravo pour le pas. Vous parliez de ça, non? Ça vous oui, convient, non, c'est bravo pour le pas en avant. Là. Maintenant, okay. On lit l'ordre du jour puis on comprend de quoi on va parler. Donc, c'est encore mieux. Je crois encore qu'il faut les sommaires avant les CA. Dans le Sud-Ouest, nous tenons nos rencontres préparatoires à 15 heures. Puis la rencontre est à 19 heures. Et puis les points qu'on n'est pas d'accord, on les biffe, tout simplement. Puis, non, parfois, là, on est vraiment jusqu'à la fin. Mais juste pour vous dire, c'est possible. Et comme je vous dis, on a eu une réflexion de demander au comité de gouvernance éthique. D'abord, le service nous a présenté un projet, le gouvernance éthique l'a étudié. On s'est dit que ça répondait le mieux possible à la demande, puis on pourra peut-être le réévaluer dans un an, mais on va laisser le processus, on va laisser l'expérience se poursuivre un peu, on va la laisser grandir un petit peu. Je le reconnais et je vous remercie, c'est mieux. Bravo. On est presque là. On a fait ça vite aussi, il faut en convenir. Non, tout à fait, non, regarde, je le reconnais. Je viens aujourd'hui parce qu'on a reçu
plusieurs appels, courriels dans le sud-ouest, surtout des résidents de Griffintown, qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le service, améliorer les dessertes de services dans Griffintown. Donc, c'est surtout les 3 élus de mon district, de le district que je représente, M. Doré, le maire du sud-ouest, Mme Thibault et moi-même, qui reçoivent ces courriels-là. Griffintown, comme on sait, là, c'est un quartier que depuis juste tout récemment, c'est de plus en plus de gens. Là. En 2002, il y avait comme 1000 résidents maximum, 600 résidents. Maintenant, nous sommes à 6000. Il y a des développements qui sont en train de construire. Donc, il y a de plus en plus. Puis, on peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes jusqu'à Griffintown. Donc, c'est en développement et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de familles qui s'installent, qui c'est une bonne nouvelle pour Montréal et pour les gens là-bas. Mais la question de dessert, c'est parce qu'on reçoit autant d'appels que je viens aussi aujourd'hui. J'ai fait une étude de la service STM. Moi, je suis un utilisateur de transport commun. Mais c'est vrai, quand je vais à Griffintown de notre bureau à Saint-Henri, je vais prendre mon vélo ou je vais marcher, ou je vais prendre un véhicule en libre-service parce que c'est pas toujours facilement accessible. Oui, il y a le métro, mais c'est pas mal au nord. Donc, c'est vraiment dans le centre de Griffintown que les gens cherchent. Il y en a un axe Peel qui est intéressant, le 74, 75, seulement aux heures de pointe, pas pendant la journée, et ça termine à 18h, 19h. Le 715 aussi, qui vient du Vieux-Port, qui prend en Peel, ça termine à 21h30. Donc, je pense que ce qu'on demande aujourd'hui, on reconnaît que oui, il y a des lignes en Griffintown, mais il y a l'optimisation qui est nécessaire pour ces résidents-là. Donc, je voulais savoir si c'est possible, est-ce qu'on peut regarder ça ensemble. En fait, le Sud-Ouest en fait une étude de circulation dans Griffintown. Actuellement, c'est presque fini. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble, vous soumettre au comité? Vous savez qu'on est toujours ouvert à ça. On s'adapte aussi. Il y a des nouveaux développements. On évalue la pertinence de modifier le service ou de l'augmenter. Donc, ça fait partie des activités régulières. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui sont même dédiés à ça. Donc, M. Bélanger me fait signe que oui. Alors, on pourra en discuter, on pourra s'asseoir puis regarder et essayer de voir aussi quelles sont les améliorations qui pourraient être apportées. Évidemment, il y a tellement de développement. Juste actuellement, il y en a une coop qui se construit. Ce matin, au comité exécutif, on a acheté un terrain pour faire un logement social de 80 unités. Ça passe vraiment bien. Donc, c'est difficile à suivre. Il y a des gens dans le service de la planification qui, justement, sont à l'affût, qui sont en lien avec les arrondissements pour prévoir les projets, pour pas qu'on arrive à devoir s'adapter à quelque chose qui est déjà construit. Si on peut le planifier puis le prévoir d'avance, c'est évidemment ce qu'on cherche à faire. Et dans le même sens, juste brièvement, dans le nord de Pointe-Saint-Charles, les entreprises qui s'installent là aussi, le Nordelec, j'ai reçu un appel aujourd'hui du DG de le bâtiment Nordelec, dont on parle de 2000 travailleurs, 1100 qui, selon lui, prennent le transport commun, et 300 condos. 200 condos, 300 résidents à peu près. Eux, ils cherchent un genre de navette ou partenariat. Et parmi leurs clients, parmi leurs locataires, c'est la page jaune. Eux, ils sont intéressés peut-être à contribuer même pour avoir une navette. Donc, je voulais savoir comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il y a des discussions. Envoyez un courriel, puis on fera suivre aux gens responsables. On organisera une rencontre. Merci beaucoup. OK, merci. Bonsoir. Monsieur Claude Casadi. Bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir, membres du conseil d'administration. En fait, j'ai deux préoccupations. La première, c'est que j'ai remarqué depuis les débuts de la séance, on parle plus de transport adapté pour des personnes avec handicap. Mais moi, ici, je vais plus mettre un accent sur la situation de l'enfant. Parce que depuis des années, nous avons remarqué qu'il y a pas mal de parents, comme des mamans, qui ont des difficultés à faire déplacer des poussettes, surtout au moment où il y a des pannes des escaliers électriques. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui d'envisager une solution palliative qui permettrait en fait à ce que les enfants soient pris en charge en entrant comme en sortant de points de stations métro, et en créant par exemple un système où des volontaires ou des bénévoles ou des personnes également qui peuvent être salariés mais qui en fait vont fonctionner avec des structures qui existent dans les cadres par exemple des organisations de défense des droits de l'enfant, de l'UNICEF et autres. Et bien sûr, il y aura peut-être un problème de financement qui va se poser, mais étant donné que chaque famille au moins compte un enfant, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de créer un fonds
avec des familles qu'on sait qu'ils ont des enfants et de savoir comment on peut faire des prélèvements, peut-être à la source ou je ne sais pas moi, de sorte qu'on ait une source de financement pour que l'enfant soit vraiment protégé et bien pris en charge au niveau des stations de métro. Donc, c'était ma première préoccupation. La seconde préoccupation, c'est nous avions proposé une application que nous avons appelée, parce que j'ai manqué de le dire, je suis administrateur, directeur général de l'organe d'information internationale Sans tambour mille trompettes. C'est Sans tambour mille trompettes, c'est pour diffuser, donc on a besoin davantage que les gens sachent ce qui se passe ici dans le cadre de l'immigration. Et là, nous avions proposé le GPX, en fait, qu'on appelle guide pour passagers circulant en express. C'est-à-dire, nous avons créé un rapport entre les structures des stations de métro et les voitures, de sorte que les gens circulent un peu rapidement. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend son métro à partir de la station Honoré-Beaugrand et qui doit descendre au niveau de Saint-Laurent, il sait qu'il doit prendre, par exemple, la voiture numéro 4 et descendre par la porte numéro 2. Donc, automatiquement, qu'il y ait circulation rapide, parce que, vous savez, une seconde perdue au niveau du métro peut se transformer en 30 secondes, en 30 minutes pour ce qui concerne l'autobus, qui, en fait, venait de partir une seconde avant. Donc, nous voulons que, dans la logique de l'actuel maire de Montréal, qui veut que Montréal soit une ville vraiment moderne et numérique, nous voulons qu'il y ait une application, parce que nous avons déjà préparé ça, pour toutes les lignes, pour que les gens qui viennent, si tous les travailleurs, les qui commencent avant... Vous avez ce genre d'application-là, vous n'avez pas besoin, vous pouvez la mettre en place. C'est de l'ordre du privé. La STM n'a pas besoin. On transmet déjà nos données, des horaires planifiés des autobus qui sont des données ouvertes. Donc, les développeurs d'applications peuvent se servir de ces données-là. Éventuellement, avec IBUS, dans une deuxième phase, il y aura aussi possibilité d'avoir les données en temps réel pour les planificateurs, pour les concepteurs d'applications. Donc, c'est un truc qui sera possible éventuellement. Mais en fait, nous avions reçu une réponse de la STEM qui nous avait resté un peu stupéfait. Parce que selon la responsable de la division communication électronique, et que c'est en fait une idée qui va créer un grand engouement et que ça risque d'altérer les principes de confort que prône la STEM, pendant que nous avons fait beaucoup d'études là-dessus, et nous trouvons qu'au contraire, ça va jouer sur l'image en fait de la STEM et même de la ville de Montréal. Bon, je vous remercie pour votre suggestion. Bonsoir. Alors, ça met fin à l'Assemblée, pas à l'Assemblée, mais à la période des questions. On procède maintenant à l'ordre du jour officiel de cette Assemblée. Alors, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée en ajoutant l'article 13.4. Je propose. L'article 1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée tenu le 15 janvier 2015. Alors, je propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 3. 3.1. Adjuger un contrat à Nissan Prestige, Toyota Drummondville, Mercedes-Benz, Jacques Olivier et PE Boisvert pour la fourniture de divers petits véhicules routiers. 3.2. Adjuger un contrat à divers fournisseurs dont la liste sera disponible demain sur notre site Internet pour la fourniture de diverses pièces pour autobus urbains. Je propose. J'appuie. Les articles 3.1 et 3.2 sont adoptés. Maintenant, j'appelle l'article de la rubrique 4. 4.1. Autoriser des modifications au contrat adjugé à Init Innovation en transport pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs. Je propose. J'appuie. L'article 4.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 5. 5.1. Approuver une modification au contrat de service professionnel d'architecture et d'ingénierie adjugé à Service intégré Lemay
pour la construction du nouveau centre de transport Stinson. Je propose. J'appuie. L'article 5.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 6. 6.1. Accepter la cession du contrat de service professionnel visant le bureau de projet pour l'acquisition de voitures de métro intervenu entre Dessau et Stantec Consulting. Je propose. J'appuie. L'article 6.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 7. 7.1. Accepter la cession du contrat de service professionnel visant le bureau de projet prolongement métro et autres projets de transport terrestre guidé intervenus entre Dessau et Stantec Consulting. Je propose. J'appuie. L'article 7.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 8. 8.1. Octroyer un contrat à Agilité Vidéo pour l'intégration du système de détection d'intrusion. 8.2. Il y a toute la liste. 8.2. Adjuger un contrat à Voslo Cogifère pour la fourniture des mécanismes de manœuvre d'aiguillage. 8.3. Adjuger un contrat à SSP Télécom pour le remplacement des équipements du réseau de télétransmission du métro. 8.4. Autoriser des modifications au contrat adjugé à Pomerleau pour la réfection du poste de distribution Snowdon. 8.5. Accepter la cession du contrat de service professionnel visant le bureau de projet équipement fixe métro intervenu entre Dessau et Stantec Consulting. Je propose. J'appuie. Les articles 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 9. 9.1. Adjuger un contrat à Construction de Mathieu et Bard pour la réfection des lignes 1 et 2 de la station Berry-UQAM. 9.2. Adjuger un contrat à Carrelage de Montréal pour la réfection des 2 escaliers fixes de la station Frontenac. 9.3. Autoriser une augmentation de la réserve pour contingence du contrat adjugé à Rainmaker Construction pour le réaménagement de l'édicule de la station Vendôme. Je propose. J'appuie. Les articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article de la rubrique 12. 12.1. Approuver le contrat à intervenir avec la Société du Palais des Congrès de Montréal pour la location de 6 places de stationnement. Je le propose. J'appuie. L'article 12.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1. Adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour la production de vidéos dans le cadre du projet IBUS. 13.2. Adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels en estimation de projets et de contrats. 13.3. Adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour la réalisation d'études de relocalisation du terminus Fairview. 13.4. Adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour le recrutement de cadres. Je propose. J'appuie. Les articles 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4 sont adoptés. Et j'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1. Approuver la nomination des membres des comités techniques du conseil d'administration. 14.2. Abroger le sous-comité technologie de l'information et modifier les chartes des comités suivi des actifs et ressources humaines. Je les propose. Je les appuie. Les articles 14.1 et 14.2 sont adoptés. Alors, ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 4 février 2015. Merci. À la prochaine.